90 jours. C'est ce qu'il a fallu à ChatGPT pour dépasser les 100 millions d'utilisateurs. 90 jours, c'est aussi le temps qu'il faut à un fumeur pour dire adieu à la cigarette. Et 90 jours, c'est le temps qu'il a fallu à Phileas Fogg pour faire le tour du monde dans le légendaire roman de Jules Verne. Mais la réalité, c'est que ce sont des exceptions. Entre le métro boulot dodo, les sorties, les notifs, les distractions, en fait, on peut vite avoir l'impression que notre vie, elle est au point mort. Et que nos grands projets, ils deviennent des rêves qui s'éloignent un peu plus chaque jour. Alors, est-ce que vous êtes déjà demandé ce que vous pourriez accomplir si pendant les 90 prochains jours, vous aviez carte blanche? Tout le temps du monde, toutes les ressources du monde et aucune limite. À la manière de Batman qui disparaît des mois pour s'entraîner dans les montagnes et qui revient totalement transformé. Quelle pourrait être la version la plus puissante de vous-même? Arrêter de fumer, vous mettre à fond au sport, lancer une activité, faire le tour du monde? Qu'auriez-vous accompli? Et qui seriez-vous devenu? Moi, c'est Baptiste et ce sujet m'a toujours fasciné. 90 jours, c'est le temps que ça m'a pris pour apprendre à faire de la vidéo et avoir mon premier client quand j'étais encore en école d'ingénieur et que je détestais mon job. C'est aussi le temps que ça m'a pris pour apprendre la vente quand j'étais en freelance, que je galérais à trouver mes clients. C'est aussi la durée que j'ai choisie pour démarrer le triathlon et m'inscrire à mon premier Alpha Ironman. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué au cours de ces aventures, c'est que souvent, si on n'avance pas comme on le veut, c'est pas tellement à cause des distractions ou du fait qu'on travaille pas assez dur. C'est parce qu'on manque de vision. Au fond, on aimerait se motiver, mais si on n'a pas de projet clair, on aura beau essayer d'arrêter les notifs, de bien manger, de travailler plus, ça ne servira à rien. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Étape 1, trouver un bon objectif. On a tous un système de valeurs différent. Argent, relations, famille, apprentissage, transmission, sport, nature, création. On valorise pas tous ces mêmes choses de la même manière. Par exemple, si vous proposez 1 milliard d'euros à une mère de famille qui valorise énormément la valeur de sa relation avec sa famille et qu'en contrepartie, elle n'aura plus le droit de voir ses enfants, elle refusera probablement parce que sa relation avec ses enfants vaut plus qu'1 milliard pour elle. Si vous avez des valeurs hautes dans les relations, dans l'apprentissage, dans le fait de transmettre et que vous vous enfermez 90 jours sans parler à personne pour créer une entreprise qui n'a pas de sens pour vous, pour gagner le plus d'argent possible, alors que vous n'avez pas une valeur haute dans l'argent, il est probable que vous ne teniez pas très longtemps. Parce que vos valeurs relation, transmission, création, elles ne seront pas nourries, alors que pour quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne-là s'épanouirait totalement dans cet objectif. Poursuivre l'objectif de quelqu'un d'autre, ça rend souvent malheureux. C'est comme faire une grande école pour faire plaisir à ses parents, généralement, ça se passe pas super bien à la fin. Donc l'enjeu ici, ça va vraiment être de trouver un objectif qui soit profondément enthousiasmant pour nous. Et je pense que la chose la plus importante à propos de cet objectif, c'est qu'il doit être unique. Si on commence à courir après 3 objectifs en même temps, il y a très peu de chances qu'on y arrive. Par exemple, si pendant les 90 jours, on veut lancer une activité, démarrer un sport, trouver une nouvelle relation amoureuse, il y a de très fortes chances qu'on n'y arrive tout simplement pas. Ici, ça va être le moment de voir à quoi est-ce qu'on doit dire non et de choisir un seul bon objectif. Est-ce que le simple fait de visualiser cet objectif vous fait kiffer? Si oui, vous êtes sans doute sur la bonne voie. Maintenant, il est temps de créer notre plan. Ici, on va se retrouver seul face à soi-même avec un stylo et une feuille de papier et on va écrire les actions qui vont être mises en place pendant les 90 prochains jours. Pour commencer, on va écrire toutes les choses qu'on va arrêter de faire. Et ici, on va très probablement devoir être prêt à sacrifier quelque chose pour donner de la place à ce nouveau projet. Et on va aussi noter toutes les actions qu'on va mettre en place pour notre projet pendant les 90 prochains jours. Ici, l'idée, ça va être d'être hyper exigeant sur nos actions et hyper indulgent sur nos résultats. Parce que finalement, on n'a pas vraiment de contrôle sur les résultats. Et ces actions, il faut qu'elles soient extrêmement claires et le plus simple possible. Si le projet, ça va être de courir un marathon, les actions, ça pourrait être « je vais aller courir 3 fois par semaine ». Le but de ces actions, c'est qu'elles soient suffisamment ambitieuses pour nous pousser à donner le meilleur, mais qu'elle soit pas impossible non plus pour être réalisable et enthousiasmante. Enfin, on va noter dans notre agenda tous les moments où on travaillera sur cet objectif pour les 3 prochains mois, pour ne pas avoir la moindre chance d'oublier et surtout pour avoir un cadre. Une fois que tout le plan est posé, on a quasiment fait le plus dur parce que toutes les décisions ont été prises. Maintenant, plus besoin de réfléchir, il y a juste à exécuter. C'est maintenant que la partie commence. Entrer dans un plan de 90 jours, c'est souvent entrer dans une season of no, une période de vie dans laquelle on va davantage dire non. On va dire non
à des invitations, dire non à des projets, dire non à des voyages, dire non à des soirées, pour donner toutes les chances à notre projet de marcher. Ça m'a toujours choqué de voir à quel point on peut accomplir des choses intenses quand on fait qu'une seule chose à la fois. Et cette season of no, elle n'est pas censée être permanente. En fait, elle a une date de fin. Et c'est justement ça qui lui permet d'être intensive et excitante. Ce qui fait qu'on arrive à se dépasser sur un marathon, c'est le fait qu'on sait où se trouve la ligne d'arrivée. On court de plus en plus après le mythe de l'équilibre pro-perso. Et si on voyait plutôt les événements comme des saisons de vie, une saison de travail intense, suivie d'une saison beaucoup plus chill, remplie de voyages, d'expériences, et ainsi de suite. Et justement, pour réussir sa saison de 90 jours, voilà un des hacks les plus puissants. Changer la perception de son identité. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc perché? Laissez-moi vous expliquer. Si jamais je veux arrêter de fumer, il faut que je me voie comme un non-fumeur. Si je veux faire un marathon, il faut que je me voie comme un coureur. Si je veux lancer une chaîne YouTube, il faut que je me voie comme un YouTuber. Ça peut paraître un peu perché dit comme ça, mais c'est beaucoup plus puissant qu'on peut le croire. En fait, c'est un sujet identitaire. Parce qu'à chaque moment de doute, à chaque moment où on aura la flemme, à chaque difficulté, on pourra se poser la question suivante. Qu'est-ce que ferait un YouTuber dans cette situation? Qu'est-ce que ferait un coureur dans cette situation? Est-ce qu'un coureur hésiterait à acheter cette paire de chaussures cheap pour économiser quelques dizaines d'euros? Non, il prendrait sûrement la meilleure. Et donc ça va nous donner des lignes de conduite sur comment nous comporter. Dans notre projet, il y aura toujours une période de lune de miel au début. Les premières semaines, tout semblera facile parce qu'on sera enthousiaste. Un peu comme au début d'une relation amoureuse. Tout est beau. Mais passé ces premières semaines, c'est là que la réalité va nous rattraper. L'excitation du début va passer, on commencera à voir les côtés moins roses et on aura envie d'abandonner. C'est à ce moment-là qu'on sera tenté de sauter sur un nouveau projet plus excitant. Que ce soit de démarrer un nouveau sport, lancer une autre activité, changer de partenaire, c'est à ce moment-là que la plupart abandonneront. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire toute la différence, par le simple fait de s'en tenir au plan. Parce que la réalité, c'est qu'on ne change pas de vie en 3 mois. En 3 mois, on amorce le changement. Et c'est dans les années qui suivent que toute la magie opère. Quelle sera la prochaine saison de votre vie? La vie est un jeu illimité, alors quelle est la prochaine partie que vous allez lancer? Ok, on a notre plan. Mais ça va pas être si facile que ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand la motivation des premiers jours disparaîtra et que la routine se réinstallera? À ce moment-là, on va avoir besoin d'une nouvelle chose. Et c'est pas de la discipline, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Laissez-moi vous expliquer. Ils comptent bien presser nos cerveaux comme des citrons jusqu'à la dernière goutte. TikTok, Instagram, YouTube, Netflix. Leur job, casser nos robinets de dopamine pour nous faire rester le plus longtemps possible sur leur app. Mais ils ne sont pas les seuls. La radio, la télé, les médias, les politiques, ils jouent tous au même jeu. Et dans cette nouvelle économie de l'attention, la ressource qui a la plus de valeur, c'est plus le matériel, c'est la bande passante dans nos esprits. Parce que c'est nos pensées qui contrôlent nos décisions d'acheter, de voter, d'agir. Et contrôler ce qui se passe dans nos esprits, ça vaut donc tout l'or du monde. Et je vous rassure tout de suite, c'est pas une énième vidéo pour expliquer pourquoi les réseaux sociaux sont mauvais. Ici, on va voir comment on peut reprendre notre pouvoir et accomplir en 4 heures ce qui nous aurait peut-être pris 4 jours à faire. Sacrée promesse, hein. Je détiens pas la vérité absolue sur le sujet, mais dans cette vidéo, mon intention, c'est simplement de vous partager ce qui a marché pour moi en espérant que ça vous soit utile. Notre cerveau, c'est comme un super ordinateur. Ce super ordinateur, comment il va fonctionner? Il va prendre des informations en entrée. Donc ça va être toutes les vidéos qu'on regarde, les articles qu'on lit, éventuellement la radio si on l'écoute ou la télé si on la regarde. Et toutes ces informations-là, il va les traiter perpétuellement. Et en fait, il ne peut pas s'empêcher de traiter une information qu'il a reçue en entrée. Et le truc, c'est que cet ordinateur, il peut faire tourner plusieurs programmes en même temps. Donc ça va être quand on va avoir plusieurs pensées en cours en arrière-plan dans notre tête, qu'on est en train de penser à ce qu'on a entendu à la radio ce matin, au tweet qu'on vient de lire, à la notification à laquelle on n'a pas répondu, à cet épisode de série qu'on a commencé hier mais qu'on n'a pas terminé. Tout ça, ça va créer ce qu'on pourrait appeler des open loops, des boucles non fermées dans notre tête qui vont faire ramer notre cerveau. C'est exactement comme si sur un navigateur web, on avait 15 onglets ouverts en même temps. Mais en fait, chaque onglet représente une petite charge mentale d'une tâche inachevée. Et l'inachevé, c'est vraiment ce qui va détruire notre productivité et qu'on va vouloir réduire au maximum.
Donc le premier point de la productivité, ça va être d'être hyper intentionnel sur les boucles qu'on ouvre dans notre tête, parce que chaque boucle qu'on ouvre va réduire la productivité globale de notre cerveau. Alors si on est concentré sur une unique tâche et qu'on n'a rien qui tourne en arrière-plan dans notre tête, on va être peut-être 2, 3, voire 4 fois plus efficient que si on est en train de penser à plein de choses à la fois. Et ça, c'est un truc que j'ai réellement constaté, notamment en développant par exemple mon entreprise et en remarquant qu'en me posant une journée pour travailler sur un sujet avec le téléphone dans l'autre pièce, aucune distraction, etc., je pouvais aller 2-3 fois plus vite que si j'étais en train de traiter les notifications un petit peu au fil de l'eau et de subir ma journée. Mais on va voir juste après le plan exact pour décupler sa productivité. À ce stade, ma plus grosse prise de conscience, ça a été de comprendre que être intentionnel sur les tâches qu'on accepte et qu'on refuse, c'est une des choses les plus importantes. Et c'est totalement OK de ne pas répondre à des messages ou alors d'y répondre plus tard. Donc la première étape qui m'avait permis de passer d'étudiant dissipé à personne productive, ça a été de regarder mon fonctionnement actuel. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire vous aussi. À quoi ressemblent vos journées et est-ce qu'elles contiennent du chaos? Est-ce qu'il y a des phases de scroll intempestif? Et ça, encore une fois, c'est OK parce que toutes ces entreprises-là, c'est leur métier de rendre leurs produits addicts et elles sont plus fortes que nous. Donc, il n'y a pas de mal à scroller, mais on va juste voir un petit peu comment ça peut se cadrer. Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours interrompu par des tâches intempestives, un mail à répondre, un message auquel répondre, un courrier à envoyer et de toujours sauter de tâche en tâche de manière absolument éreintante? Ensuite, une fois qu'on a identifié le chaos dans notre agenda, on peut se demander mais d'où il vient? Pourquoi il y a ce chaos? Et souvent, c'est un petit peu pour les mêmes raisons. Soit il peut provenir du fait qu'on ait du mal à dire non, c'est-à-dire qu'on nous propose des choses et nous, on va dire un petit peu oui à tout. Donc je me souviens quand je débutais un petit peu dans la vidéo, je voulais prendre tous les clients qui arrivaient et j'allais même prendre des petits projets qui étaient hyper fatigants pour rien. Et donc forcément, ma semaine, elle ressemblait plus à rien à la fin. J'étais éreinté pour pas accomplir grand-chose. Ou alors, j'allais dire oui à toutes les requêtes de mes clients. Et donc, ma boîte mail, ça devenait en fait une to-do list à ciel ouvert où n'importe qui pouvait venir jeter sa merde. Est-ce que ça provient d'un manque de cadre? C'est-à-dire qu'on accomplit des tâches de manière réactive sans réfléchir, mais on se fatigue pour rien. C'est un petit peu comme si on allait, à chaque fois qu'on a une chaussette sale, la mettre à la machine à laver et lancer la machine, alors qu'en réfléchissant, on pourrait juste mettre toutes les chaussettes dans un bac. Une fois que le bac est plein, lancer la machine et donc batcher les petites tâches. Ça, c'est quelque chose qui paraît absolument logique pour sa lessive et pourtant, c'est quelque chose qu'on fait rarement quand il s'agit par exemple de répondre à des messages. On va tout de suite sauter sur les notifications. Est-ce que ce chaos, il provient aussi d'un perfectionnisme qui fait qu'on n'achève jamais ce qu'on commence? C'est-à-dire qu'on veut tellement faire le truc parfait, on va jamais finir ce qu'on démarre et on va toujours avoir la charge mentale de l'INHV? Ou est-ce que ce chaos, il provient juste du fait qu'on ait trop de distractions, trop de périodes où on scrolle, où notre esprit vagabonde? Et ces distractions, elles peuvent souvent s'expliquer par plusieurs raisons. L'ennui, quand on a des choses à faire qui sont pas assez challengeantes pour nous. L'anxiété, quand on a des choses à faire qui sont trop challengeantes pour nous. Et la troisième, ça peut être par le manque de clarté, quand on sait pas ce qu'on doit faire et qu'on a des décisions un peu difficiles à prendre et qu'on va fuir ces décisions par de la distraction. Encore une fois, c'est OK. Ce qui a tout changé pour moi, c'est de mettre des mots dessus et de mettre des mesures concrètes pour ne plus y être soumis. Et justement, ces mesures concrètes, on va les voir maintenant. On peut ranger notre temps dans deux catégories. Le temps où on est en train de créer, de faire des tâches profondes qui demandent beaucoup de concentration. Donc là, ça pourrait être par exemple si on écrit un livre. Et le temps un peu plus de management où là, on est en train de répondre à des messages, de faire des rendez-vous, de parler avec des autres et on est en train de faire plein de petites tâches qui nécessitent de l'agilité pour passer de l'une à l'autre. Globalement, tout ce qu'on fait peut se ranger dans l'une de ces deux catégories. Là où ça va devenir un enfer, c'est si dans notre emploi du temps, on passe d'une posture de créateur qui a besoin de concentration à une posture un peu plus de manager qui a besoin d'agilité et qu'on change de posture toutes les 30 minutes. Ça, c'est ce qui va totalement ruiner notre productivité. Par contre, si on arrive à être intentionnel et à bloquer des plages de temps de 3 à 4 heures où on est soit dans la création, soit dans la réaction, on va être beaucoup plus efficace. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le lundi matin, on peut déjà mettre une intention sur dans quelle posture on va être à quel moment de la semaine. Par exemple, tous les lundis matins, je suis en mode travail, concentration absolue. Tous les lundis après-midi, je cale tous mes rendez-vous. C'est là où je vais répondre à tous mes messages d'une traite en fonctionnant par batch, comme avec l'image de la machine à laver, etc. En fait, on va déjà pouvoir bloquer des plages de temps partout dans notre agenda et être extrêmement intentionnel sur qu'est-ce qu'on va faire et quand on va le faire. Donc une fois qu'on a mis cette intention, pour chaque plage de temps, on va pouvoir définir un objectif
clair. Et ça, c'est la loi de Parkinson qui explique que quelle que soit la tâche qu'on a à faire, on prendra tout le temps qui est disponible pour la faire. Donc si j'ai 3 jours pour écrire une vidéo, je prendrai 3 jours pour le faire. Par contre, si j'ai 3 heures pour écrire la même vidéo, j'arriverai à l'écrire en 3 heures. Simplement parce que notre esprit va se débrouiller pour occuper tout le temps qu'on lui donne. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de chaque plage de temps, on ait réussi déjà à accomplir quelque chose parce que ça va activer aussi notre système de récompense. Notre cerveau adore terminer des tâches, ça va nous remettre en énergie et en plus, ça va nous permettre justement de fermer cette boucle-là dans notre tête, de ne plus avoir des pensées qui tournent en arrière-plan. Et pour partir l'esprit encore plus libre, on peut vraiment, à chaque fois qu'on travaille sur un projet, écrire de manière extrêmement claire quelles sont les prochaines actions qu'on devra faire. Et cette culture de l'écrit, elle nous permet de retirer les pensées de notre cerveau. Parce que notre cerveau, il est extrêmement puissant pour produire de la pensée, mais il est très mauvais pour la stocker. Et enfin, tout ça, on va vouloir le faire de manière anticipée. Chaque journée qui démarre, on doit choisir ce qu'on va accomplir aujourd'hui. Ça nous demande déjà un gros effort pour prendre des décisions tous les jours. Alors que si ces décisions-là, elles ont déjà été prises le lundi ou le dimanche, ça va alléger totalement la charge de chaque journée. Ok, on a posé le cadre, mais le plus important, ça va être de faire respecter le cadre. Ce dont je me suis aperçu, c'est qu'à chaque fois que ce beau cadre, cette belle organisation bien posée sur le papier volait en éclats et que je me retrouvais à me fatiguer pour au final ne pas accomplir grand chose, c'était un peu pour les mêmes raisons. Parce qu'on va pas se mentir, on aura beau s'être dit que là je vais travailler sur tel projet qui est important pour moi, etc. On sera toujours tenté de répondre à ce message, de prendre ce coup de fil, d'accepter une petite tâche, de répondre à ce mail parce que c'est urgent, etc., etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour ne plus me laisser emballer par les événements, c'est simplement de me rendre compte que rien n'était réellement urgent. À moins qu'on soit chirurgien ou qu'on sauve des vies, notre travail, globalement, il n'est pas d'importance vitale et tout peut attendre 1 heure ou 2. Et le plus fourbe, quand on répond comme ça à ces emails, quand on répond à toutes ces sollicitations et qu'on se fait passer après, c'est qu'inconsciemment, le message qu'on se renvoie, c'est qu'on s'accorde moins de valeur que les autres personnes qui nous sollicitent. Et la réalité, c'est que si on n'est pas capable de prendre un rendez-vous avec nous-mêmes et qu'on est obligé de répondre au téléphone à toutes les sollicitations, ça veut dire qu'on accorde plus d'importance aux autres qu'à nous. Et ça peut être un vrai problème pour accomplir les choses qui sont importantes pour nous. Et ensuite, il va aussi falloir résister à la tentation parce qu'encore une fois, on aura beau avoir mis dans notre agenda, là je travaille sur ci, sur ça, prendre notre téléphone pour scroller, ça va toujours être un réflexe. Et le plus facile pour éliminer cette tentation, c'est simplement d'éliminer la menace et de poser son téléphone dans une autre pièce. Comme ça, on ne pourra plus scroller. Et ça, je m'en suis aperçu dans un trajet en avion où forcément, j'avais pas internet, j'avais pas de moyens de communication avec le monde. Et sur un trajet de 6 heures, en fait, j'avais accompli ce qui m'en aurait normalement pris au moins 10 ou 12. Et j'ai été choqué par, en fait, la puissance mentale de notre cerveau quand il n'est pas stimulé H24. En fait, nos cerveaux sont beaucoup plus puissants qu'on ne le pense. Ils sont juste anesthésiés parce qu'on est toujours en train de les solliciter avec de la merde, des notifs, des trucs comme ça, dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et enfin, tout ce plan, évidemment, on ne pourra pas le suivre à 100% du temps et c'est ok, il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Mais si on arrive déjà à suivre tout ça à 80% du temps et laisser 20% de place pour les écarts, le chaos de la vie, les aléas, ce sera déjà excellent. Alors évidemment, tout ça, si vous êtes salarié, faut voir comment est-ce que ça peut s'appliquer. En tout cas, tous ces grands principes ils m'ont beaucoup aidé et j'espère qu'ils pourront vous aider aussi. L'avenir appartient à ceux qui travaillent moins, mais mieux. La bonne routine, elle peut tout changer. Elle permet de travailler moins, d'avoir plus de résultats et que ça passe tout en douceur. Elle permet surtout de reprendre le contrôle. À l'ère où tout le monde veut contrôler nos esprits, nos pensées, veut posséder notre attention, on n'est pas obligé de leur donner. On peut la contrôler, on peut la garder, on peut la préserver. Parce que notre attention, c'est ce qui a le plus de valeur. Est-ce qu'on veut l'accorder à nos proches, à des projets qui nous coûtent cher, ou est-ce qu'on veut la donner pour un petit peu de dopamine qu'on aura oublié dans quelques secondes? Contrairement à l'argent, le temps, on le récupérera jamais, c'est notre ressource la plus précieuse, alors utilisons-le avec soin. Nous voilà libérés des distractions, prêts à tout pour accomplir notre plan. C'est maintenant plus qu'une question de temps, et alors si on tient, on pourra espérer atteindre un jour la liberté. Mais est-ce que tout ça vaudra vraiment le coup? On peut vivre tout ce qu'on veut, on a besoin de l'autorisation de personne. Et à chaque fois qu'on poursuit un fantasme, ça nous motive, mais on prend en même temps le risque de finir déçu. Et si dans la vie, rien n'était absolu? Et si on pouvait construire une vie sur mesure avec intention? En tout cas, 90 jours suffisent pour lancer la machine. Alors, qu'allez-vous faire? Rester là ou level up? La liberté.
C'est le Graal après lequel tout le monde court sur Internet. À tel point qu'on voit apparaître depuis peu une injonction à la liberté sur les réseaux sociaux. Tu es au courant que si là, aujourd'hui, là, maintenant, tu ne deviens pas entrepreneur dans les 5 prochaines années, que tu vas devenir dépendant du système. Les amis, réveillez-vous, il y a un problème. C'est simple, d'après Internet, être salarié en 2025, c'est devenu un truc de loser. Non, la nouvelle méta, c'est qu'il faut être libre. Pouvoir travailler n'importe où dans le monde, être son propre patron, etc. etc. Et si jamais vous l'êtes pas, c'est la lose. Alors quand moi aussi j'ai découvert tout ça il y a quelques années, j'ai eu envie d'y croire. Alors pendant ces 4 dernières années, j'ai quitté mon job d'ingénieur, je me suis lancé dans la vidéo, j'ai appris à trouver mes clients, j'ai travaillé avec des boîtes de plus en plus cool. Et maintenant, 4 ans plus tard, je peux travailler n'importe où dans le monde. Je peux partir à New York sur un coup de tête, voyager. Je peux travailler quand je veux. Si je veux aller faire du sport un mardi à 11h, je peux. Je peux choisir mes clients et j'ai plus besoin de me forcer pour faire des trucs chiants que j'ai pas envie de faire. Et pourtant, cette liberté, elle me laisse un arrière-goût amer. Quelque chose dont personne ne parle sur Internet. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour vous partager mon retour d'expérience sur la liberté, les côtés cool, mais aussi ce que personne ne vous dit. Alors disclaimer, évidemment pour toutes les personnes qui doivent se lever à 6h du mat, aller à un travail qu'elles n'aiment pas, faire beaucoup d'efforts, qui sont ingrats, etc., qui m'entendent aujourd'hui parler de liberté et dire que c'est pas si bien la liberté dans une vidéo, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui ? Et vous avez raison. Et dans tous ces cas-là, sans doute qu'un peu plus de liberté, ça ferait pas de mal du tout. Là, je vais surtout vous partager aussi le revers de la médaille de la liberté pour ne pas courir après un fantasme. On a la croyance commune qu'avec beaucoup d'argent, on serait tous beaucoup plus libres. C'est en partie vrai, mais en grande partie faux aussi. Pour avoir côtoyé pas mal d'entrepreneurs très avancés au cours des dernières années, je me suis aperçu que souvent, l'argent allait avec des responsabilités. On peut très bien être à la tête d'une grosse entreprise qui génère beaucoup d'argent, mais pour autant avoir énormément de responsabilités et être beaucoup moins libre qu'avant. Aussi, tout ce qui coûte cher demande beaucoup plus d'attention. Par exemple, les voitures de luxe demandent d'être très entretenues, avoir beaucoup de biens immobiliers, ça demande aussi de s'en occuper. Tous les objets de valeur demandent une vraie logistique parce que tu as toujours peur de les abîmer, de te les faire voler, etc. Là où quand tu as ta petite voiture toute défoncée, en fait, tu n'en as rien à faire. Et donc globalement, toutes les possessions viennent avec de la contrainte. Accessoirement, plus on va gagner d'argent, plus on va avoir tendance à avoir une inflation de notre lifestyle, c'est-à-dire de dépenser davantage. On va vouloir aller dans des restaurants plus chers, dans des lieux plus prestigieux. Ça veut dire que maintenant, pour maintenir notre lifestyle, nos habitudes, notre confort et notre statut social, on est obligé de gagner à minima cette somme d'argent-là et donc on est peut-être encore moins libre qu'avant. On peut avoir tout l'argent du monde mais pourtant ne pas être libre. Ne pas être libre du regard des autres, du jugement et ne pas s'autoriser à faire ce qu'on veut réellement dans la vie. L'argent c'est cool, mais en tout cas, ça ne suffira pas à être libre. Le deuxième point, il est extrêmement sous-estimé. La liberté amène de la solitude. Si vous avez déjà été en colocation, vous voyez sans doute ce que ça fait, cette sensation de rentrer du travail le soir et de retrouver ses colocataires, de se faire un bon repas tous ensemble et d'avoir un petit peu ce rendez-vous. Si vous avez fait des études, est-ce que vous vous souvenez de cette sensation avant un examen, d'avoir toute la promo qui se mobilise pour réviser, qui s'entraide, qui se donne des conseils et d'être en train de vivre une expérience commune? Si vous fêtez Noël, est-ce que vous ressentez cette ambiance d'avoir une soirée où tout le monde dans un même pays va célébrer la même chose et de retrouver vos proches? Le point commun entre tous ces événements qui nous rassemblent, c'est la présence d'un rendez-vous. Or, la liberté, c'est justement l'absence de rendez-vous. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir même une forme de nostalgie de la période de mes études ou de la période de salariat où je savais que j'allais retrouver les mêmes personnes au même endroit sans avoir à faire d'efforts pour ça. Alors évidemment, si vous entendez ça et qu'aujourd'hui vous avez un environnement de merde avec des personnes toxiques, des gens que vous détestez, ça ne s'applique pas du tout, mais peut-être que c'est plus un problème d'environnement que de liberté en tant que telle. La liberté oblige à prendre plus de décisions. Vous avez tous vécu cette situation, vous ouvrez Netflix, vous voulez regarder un film et là, impossible de choisir lequel parce que vous êtes dans une paralysie du choix. Et la liberté, c'est un peu ça. On peut tout faire, c'est génial, mais ça peut aussi être fatigant. Parce que si aujourd'hui je peux aller faire du sport un mardi à 11h si je le souhaite, qu'est-ce qui m'empêcherait de travailler un dimanche à 19h? Et bien en fait, rien du tout. Et cette absence de cadre, elle peut être très excitante pour certains, mais elle peut aussi être très énergivore pour d'autres. Et parfois, on a besoin de s'engager et de dire non aux alternatives
pour pouvoir avancer. Donc malgré toute cette liberté, moi je me suis aperçu que j'avais recréé un cadre qui était très proche à celui d'un salarié. J'ai recréé une forme de routine dans mes semaines, je sais quand je travaille, sur quoi, quand est-ce que je ne travaille pas. Et c'est un peu paradoxal de se dire qu'au début on le fait pour être totalement libre et que quand on est libre, on se recrée le même genre de routine. Et si on le fait, c'est parce que ces routines en fait, elles ont du bon. La liberté, ça implique d'être en responsabilité permanente. C'est le vrai prix de la liberté. Dans mon cas, quand je me suis lancé, j'ai aidé les entreprises à faire leur stratégie de communication en réalisant des vidéos pour eux. Le truc, c'est que s'il y avait un jour ou une semaine où j'avais un coup de mou et que je voulais passer en mode tranquille et que je signais pas de nouveaux clients, eh ben mon chiffre d'affaires allait diminuer et globalement, j'allais en payer les conséquences. Ce qui n'était pas le cas du tout quand j'étais salarié ou au pire, quand tu passes une mauvaise semaine, tu peux y aller un peu plus tranquille, la paye tombe quand même à la fin du mois et tu retravailles un peu plus le coup d'après et ça passe. Et mine de rien, sur les réseaux, tout le monde met en avant les super côtés de la liberté, mais très peu de personnes partagent l'envers du décor. Les moments de doute, les moments où ils n'ont pas trop envie et ils doivent se botter un petit peu le cul, ce genre de trucs-là. Ça nous amène au dernier point qui est selon moi le plus important de cette vidéo. La véritable liberté, le plus souvent, elle est intérieure. Alors je sais que ça peut paraître un peu perché, mais laissez-moi vous partager ça. En fait, on s'habitue à tout. Quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'aurais rêvé de pouvoir gagner ne serait-ce qu'1 euro en faisant une vidéo pour une entreprise. Quand j'ai développé mon activité dans le freelancing, dans la vidéo, c'est devenu ma normalité, donc c'était totalement chill pour moi. Et à chaque nouveau palier qui me paraissait être le rêve dans le palier précédent, je me suis aperçu que je m'y habituais totalement. Et on s'habituera toujours à l'extérieur. Il y a certains multimillionnaires qui se sentent pauvres, alors que certaines personnes au SMIC se sentent libres. Et ça, c'est plus à l'intérieur que ça se passe. Ma conclusion après ces dernières années à poursuivre la liberté, c'était qu'elle se basait globalement sur 3 piliers. Notre rapport à l'argent, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Pour le rapport à l'argent, une bonne question à se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour réellement me sentir libre? Quel chiffre je pourrais mettre là-dessus? Qu'est-ce que je pourrais m'offrir avec ce chiffre-là? Et vraiment être le plus concret possible. Parce qu'on pourra s'apercevoir que ce chiffre, il est peut-être pas aussi haut qu'on pense, ou alors qu'il est peut-être pas aussi bas qu'on pense, mais en tout cas, avoir de la clarté dessus. C'est ça qui nous permettra d'avoir une relation plus saine à l'argent. Ensuite, le second pilier, ça va être le rapport aux autres. On peut être très bien entouré, mais se sentir seul. Et souvent, notre rapport à l'autre, il est avant tout défini par notre rapport à nous-mêmes. Parce qu'on peut avoir tout l'argent du monde, être très bien entouré, mais pourtant avoir une peur de se retrouver seul face à son miroir. Et donc chercher à travers des surstimulations sociales, être toujours dans des soirées, aller chercher de la dopamine, du divertissement, etc., à fuir cette confrontation avec nous-mêmes. La vie nous donnera des situations pour voir où nous ne sommes pas libres. Que ce soit une grosse perte financière qui va mettre en lumière notre insécurité par rapport à l'argent, que ce soit une grosse rupture amoureuse qui va mettre en lumière notre grosse insécurité face au rejet, que ce soit une perte de relation amicale qui va mettre en lumière nos insécurités face à la solitude. Et dans ce cas, je crois qu'on pourrait voir ces événements de la vie comme des cadeaux qui nous montrent les axes où on pourrait travailler. La liberté telle que conçue sur les réseaux sociaux est un fantasme. Et courir après un fantasme rend la plupart du temps malheureux. Et ce que personne ne vous dit, c'est qu'il y a aussi du bon dans la contrainte. Et que tous les entrepreneurs qu'on voit en ligne ont parfois eux aussi des moments de nostalgie de leur passé. Parce que la liberté, elle a un prix, celle de la responsabilité qu'elle pose sur vos épaules. Et si la liberté, la vraie, ne dépendait pas de l'argent qu'on gagne, de notre extérieur, mais se trouvait à l'intérieur. Et si ce qui crée la douleur, c'était moins le manque de liberté que les trop grosses attentes qu'on plaçait dessus. Alors la liberté, c'est cool, mais avoir un cadre aussi. Tâchons de garder en tête à quel jeu on joue et tout devrait bien se passer.